Dans cette vidéo VBA Excel, nous abordons cette fois les boucles for. Dans la précédente, nous avons vu les boucles for each qui permettent de réaliser des traitements récurrents for each pour chaque élément d'un groupe d'éléments. Par exemple, nous avions vu pour chaque cellule d'une sélection. La boucle for, quant à elle, permet d'exécuter un traitement récurrent entre des bornes définies. Par exemple, pour une ligne variant de 1 à 10, une colonne variant de 2 à 8. Donc il y a une différence majeure entre ces deux boucles, et c'est ce que nous allons voir ici. Ce que je vous propose de réaliser, en partant de cette feuille que vous pouvez télécharger par le biais du descriptif qui est donné dans cette vidéo, c'est de réaliser un code à l'aide de ces boucles for qui permettent la détection automatique et la mise en forme automatique de tous les tableaux présents dans la feuille. Nous allons commencer par afficher le code par Alt F11. Dans l'éditeur de code, dans le volet de gauche, pour associer le code à la feuille sur laquelle nous travaillons, nous double-cliquons sur feuille 1. Et là, nous allons commencer par créer notre procédure, avec un nom arbitraire comme par exemple boucle. Comme toujours, les deux parenthèses et VBA Excel qui ferment la procédure par les mots-clés nsub. L'objectif est de connaître les bornes de départ, c'est-à-dire la ligne de départ et la colonne de départ des tableaux, et la ligne d'arrivée et la colonne d'arrivée. Donc on va déclarer des variables ligne, colonne, derligne, dercolonne, comme des entiers. Comme il peut y avoir beaucoup de tableaux dans une feuille et qu'on ne connaît pas la ligne ou la colonne de fin, on ne va pas prendre de risque, on va déclarer ces entiers comme des integers. Ligne as integer, les deux points pour pouvoir faire la déclaration sur la même ligne, et puis, comme je le disais précédemment, les variables derligne et dercolonne, der pour dernière, comme des integers, donc des entiers. Une fois que l'on a fait cela, le principe est de pouvoir, dans un premier temps, récupérer grâce à une méthode spécifique de l'objet cells, dans VBA Excel, cells pour cellule, une méthode spécifique donc, qui permet de retourner le numéro de ligne ainsi que le numéro de colonne de la dernière cellule de la feuille ayant du contenu. Cette méthode s'appelle Special Cells. Concrètement, cela donne quoi? On va affecter directement nos variables derligne et dercolonne. Donc, c'est une méthode de l'objet cells, cells. Cette méthode s'appelle Special Cells. En fonction du paramètre que vous allez lui passer, elle va pouvoir envoyer différents types d'informations sur la nature des cellules. En l'occurrence, ici, nous allons choisir le paramètre XLCell type last cell. Ça veut dire la dernière cellule ayant du contenu dans la feuille active. Et puis, propriété de cette méthode, row. Pourquoi? Pour renvoyer l'indice de ligne de cette dernière cellule. Et nous allons faire exactement la même chose pour la variable dercolonne, comme ceci. Sauf que forcément, ce qui nous intéresse cette fois, c'est l'indice de colonne de cette dernière cellule. Alors, nous pouvons faire un petit test pour voir si effectivement nous arrivons bien à récupérer ces indices de ligne et ces indices de colonne de cette dernière cellule. Nous utilisons le et commercial pour concaténer les résultats et les afficher plus clairement. Tant qu'à faire, nous allons directement greffer un bouton sur la feuille pour plus de confort. Par le ruban développeur, le bouton inséré, nous choisissons le bouton de formulaire que nous traçons. Nous lui affectons notre macro, celle que nous avons créée, et lorsque nous cliquons sur le bouton, vous remarquez que la boîte de dialogue MSGBox que nous avons programmée renvoie l'indice de ligne 21, ça semble correct en effet pour la dernière cellule active, et l'indice de colonne 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est effectivement le cas. J21. Donc, nous savons à ce stade que grâce à la méthode Special Cells de l'objet cells, nous avons réussi à mémoriser
le dernier indice de ligne et le dernier indice de colonne. Nous avons donc déjà la borne supérieure qui va nous permettre d'exploiter la boucle for pour pouvoir effectuer des traitements récursifs d'un point à un autre, en faisant varier l'indice de ligne et l'indice de colonne. Le but du jeu, donc, pour pouvoir faire une détection automatique de tous les tableaux et leur mise en forme automatique au sein d'une même feuille, est de parcourir toutes les cellules de la feuille jusqu'à la dernière. Sachez que la méthode Special Cells de l'objet Cells ne permet pas de renvoyer ni l'indice de ligne ni l'indice de colonne de la première cellule ayant du contenu. Qu'à cela ne tienne, nous allons partir de la toute première cellule A1, puisque nous connaissons au moins la dernière. Donc, la boucle for, sa syntaxe est la suivante. For, il lui faut une variable dont on fait varier la valeur. Pour la variable ligne, partant de 1, c'est-à-dire la ligne 1, jusqu'à mot-clé tout. La dernière ligne, nous la connaissons, nous venons de le vérifier. Et puis, comme toute instruction, nous bouclons cette expression instruction for, un peu comme le for each, avec le mot-clé next suivi de la variable que nous utilisons pour parcourir l'ensemble des lignes. Afin de parcourir toutes les cellules de la feuille, jusqu'à la dernière cellule active, eh bien nous avons besoin de parcourir certes les lignes, mais aussi les colonnes, puisque l'objet cells a besoin d'un indice de ligne et de colonne pour référencer une cellule. Donc, nous imbriquons une deuxième boucle for à l'intérieur de la première, for colonne, égale 1, tout, jusqu'à la dernière, que nous connaissons là aussi, colonne. Et idem, il ne faut pas oublier de boucler cette instruction for, cette boucle, avec le nom de la variable que nous utilisons. Nous pouvons là aussi faire un autre petit test pour savoir si nous sommes capables de récupérer la première cellule ayant un contenu dans cette feuille. Donc nous utilisons une instruction if que nous avons déjà vue dans une autre vidéo pour poser un test. Si la cellule objet cells que nous avons déjà présentée, pour l'indice de ligne en cours et l'indice de colonne en cours, si sa valeur, propriété value, est différent de guillemets, ça veut dire s'il y a bien un contenu. À ce moment-là, then, mot-clé, nous bouclons le if, nous souhaitons afficher l'indice de ligne ainsi que l'indice de colonne de cette première cellule. Toujours pareil, nous concaténons avec le et commercial, et puis nous allons voir ce que ça donne. On va juste rajouter une petite expression avec les mots-clés exit sub afin de sortir du programme lorsque la première cellule est détectée. Tout simplement parce que, à partir du moment où nous tombons sur la première cellule qui a du contenu, eh bien toutes les autres vont s'enchaîner. Donc le message va se déclencher un très grand nombre de fois. C'est pas ce que nous souhaitons. Nous voulons juste un test. Nous retournons dans la feuille, nous cliquons sur le bouton, et vous voyez que, cette fois-ci, la boîte de dialogue nous renvoie 4 et 2. Ligne 4, colonne 2, première cellule active. Notre test a donc bien fonctionné. Nous avons déjà les bornes de nos tableaux entre le premier, la première cellule, et le dernier, la dernière cellule. Donc, nous pouvons enlever ces tests, qui permettaient juste de confirmer que jusque-là, nous étions OK. Et c'est le cas. Nous avons nos deux boucles qui sont imbriquées. Je vous rappelle l'objectif, qui consiste à pouvoir détecter automatiquement tous les tableaux présents dans la feuille, et à les mettre en forme automatiquement, avec bordure, couleur de fond, et éventuellement une police grasse. Le principe pour savoir s'il s'agit d'une ligne d'en-tête ou d'une colonne d'en-tête dans le tableau, une ligne, on saura que au-dessus c'est vide, mais que elle-même n'est pas vide. Une colonne qui à gauche c'est vide, mais que elle-même n'est pas vide. Et pour la dernière colonne, que à droite c'est vide. Et pour la dernière ligne, que en dessous c'est vide. Donc on va utiliser les valeurs ligne plus 1, colonne plus 1, ligne moins 1, colonne moins 1, pour savoir, lorsqu'on est sur une cellule avec du contenu, si ce qui est à côté est vide ou non, pour en déduire s'il s'agit effectivement d'une colonne d'en-tête, d'une ligne d'en-tête du tableau, pour pouvoir y mettre des bordures. Donc, nous retournons dans notre code, et la première chose à faire, c'est un test. Pourquoi? On va l'expliquer. Si la ligne, alors sans oublier la parenthèse bien sûr, puisque c'est un test, si la ligne, l'indice de ligne est supérieur à 1, à ce moment-là, que fait-on? À ce moment-là, nous pouvons commencer les tests. Pourquoi? L'objectif dans un premier temps est de détecter la première ligne du premier tableau.
et de la mettre en forme. Donc, ce qui va nous permettre de savoir que c'est la première ligne, c'est que l'indice ligne moins 1, c'est-à-dire la ligne du dessus, est vide. Sauf que, lorsque vous commencez la boucle, par défaut, au début, la valeur de ligne est à 1. Si vous faites ligne moins 1, vous passez à 0. C'est pas possible dans Excel. La cellule avec l'indice de ligne 0 n'existe pas. Donc on prend une précaution pour lui dire, voilà, ce test-là, tu le fais à partir du moment où tu es sûr que la valeur de la ligne est supérieure à 1. Et puis, le principe est donc de dire que la cellule du dessus, donc si la cellule objet cells en VBA Excel, de la ligne du dessus, c'est-à-dire pour l'indice de ligne moins 1 et le même indice de colonne. Si la valeur de cette cellule, propriété value, est vide, pardon, oui c'est bien ça, est vide, forcément, puisque ça veut dire que c'est la première cellule du tableau, et qu'en même temps, donc c'est le mot-clé end, pour pouvoir tester deux critères à la fois dans une instruction if, et qu'en même temps, la cellule sur laquelle nous sommes, elle n'est pas vide, ça veut dire qu'elle a bien du texte, donc cells toujours, mais cette fois-ci avec le bon indice de ligne et le même indice de colonne, toujours la propriété value pour tester son contenu, est différente guillemets, donc avec inférieur supérieur en VBA Excel. Then, on n'oublie pas de boucler tant qu'à faire le if. À ce moment-là, ça signifie que la cellule sur laquelle nous sommes est bien une cellule de la première ligne du tableau. Donc, nous devons la mettre en forme. Nous allons utiliser l'instruction with pour pouvoir regrouper toutes les propriétés de l'objet cells pour la ligne en cours, c'est-à-dire cells, ligne, virgule, colonne. L'objectif est de dire que pour cette cellule, qui est bien une cellule de la première ligne d'un tableau, nous souhaitons faire en sorte que sa bordure supérieure soit d'un trait continu et assez épais. C'est la propriété borders que nous listons grâce à l'instruction with avec le paramètre XL edge top pour dessus, XL edge top. Et nous avions dit un trait continu, donc la propriété dérivée line style, que nous fixons à la valeur XL tick, comme ceci. Si vous voulez savoir exactement quels sont les paramètres qu'on passe à une propriété borders, ou encore quelle est celle qu'on affecte à une propriété line style, il suffit de sélectionner la propriété en question, et puis de faire F1 avec le clavier. Vous aurez l'aide contextuelle qui vous donne ou énumère toutes les valeurs que vous pouvez utiliser. Cette bordure, nous souhaitons en même temps qu'elle ait un trait épais. Alors là, je me suis trompé en l'occurrence, parce que le line style, c'est le type du trait, non l'épaisseur. Donc en fait, ici, le type de trait, c'est XL, la valeur, et vous voyez l'intérêt d'utiliser le F1, continuous. Ça veut dire un trait continu qui n'est pas pointillé. Le XL tick, c'est pour l'épaisseur de trait. Donc là, on fait un copier-coller, et on va utiliser la propriété pour l'épaisseur, la propriété dérivée, weight, que l'on va fixer cette fois-ci à XL tick en effet. Comme ceci. Nous avons dit que s'il s'agissait d'une ligne d'en-tête ou d'une colonne d'en-tête, nous voulons une police grasse. Donc, pour l'objet cells, c'est la propriété font avec la propriété dérivée bold que nous fixons à true, ça veut dire gras. Et puis, on va en profiter pour attribuer au fond de la cellule une couleur verte un peu plus foncée. Donc, c'est la propriété intérieure de l'objet cells, avec la propriété dérivée color pour définir qu'il s'agit de la couleur de fond. Et pour définir cette couleur, nous utilisons, comme nous l'avons déjà vu dans d'autres supports, la fonction RGB qui, en définissant les trois composantes de la couleur, permettent d'obtenir celle que vous avez paramétrée avec un éditeur de photos comme Paint ou Photoshop par exemple. Là, nous avons par exemple défini le 70, 170, 30 pour obtenir un vert assez foncé. Et nous allons tester ce code. Nous revenons sur la feuille, nous cliquons sur notre bouton 1. Ah, il y a un bloc if sans endif. Oui, en effet, vous voyez l'erreur ici, à force de vouloir aller très vite, donc c'est très bien que nous tombions sur cette erreur pendant l'exécution. Donc, en effet, ici, le if est bien bouclé par un endif, le second par un autre endif, le with se boucle par un end with. La précipitation
m'a fait faire une erreur. Ce n'est pas très grave, ça permet de la corriger en temps réel, comme vous le voyez. Nous revenons donc sur la feuille, nous cliquons sur le bouton pour tester, vous voyez que c'est quand même assez magique, puisque avec un tout petit code pour l'instant, nous avons réussi à mettre en forme les premières lignes de chaque tableau. Donc il y a une détection automatique et une mise en forme automatique exactement comme nous l'avons souhaité. Alors pour pouvoir refaire les essais au fur et à mesure de l'évolution, nous allons remettre la mise en forme à l'état d'origine grâce au pinceau, comme ceci. Sauf qu'on a perdu le format monétaire, mais ça c'est pas très grave, ou même le format pourcentage. Le but du jeu ici est vraiment de pouvoir tester qu'on détecte automatiquement et qu'on met en forme automatiquement. Si nous retournons sur le code, pour le commenter, nous parcourons toutes les lignes jusqu'à la dernière ligne active. Toutes les colonnes jusqu'à la dernière colonne active, c'est-à-dire pour la ligne 1 variant de Pour la ligne variant de 1 jusqu'à 21, comme nous l'avons vu, nous faisons varier toutes les colonnes de 1 jusqu'à 10, il me semble. Pour la 2, de 1 jusqu'à 10. Pour la 3, de 1 jusqu'à 10. Ça veut dire que nous sommes capables de passer en revue toutes les cellules comprises entre A1 et la dernière cellule active de la feuille. Nous avons dit que si la ligne était supérieure à 1, c'est une sécurité pour ne pas nous occuper de la cellule à la ligne 0 qui n'existe pas. À ce moment-là, nous disons à Excel, et nous posons de nouveau un critère avec une instruction if, que si la cellule du dessus, par rapport à la ligne en cours, ligne -1, était vide, alors que la cellule même en cours n'est pas vide, ça signifie que c'est vraisemblablement une cellule de la première ligne d'un tableau. Donc, nous en profitons pour faire des réglages de mise en forme. Pour cette cellule, with cells ligne colonne, eh bien nous réglons le trait continu de la bordure, l'épaisseur de la bordure, la police en gras et la couleur de fond en vert. Donc l'instruction with and with, le bloc, qui permet d'optimiser le code en listant les propriétés énumérées pour un objet. On a un code qui est relativement simple pour un résultat satisfaisant et bien structuré, facile à lire. Si nous souhaitons maintenant mettre en forme la première colonne de chaque tableau, le principe est quasi identique. On n'a que quelques valeurs adaptées. En l'occurrence ici, eh bien, on va faire un test de sécurité, comme tout à l'heure pour commencer, mais sur la colonne. Donc on fait un copier-coller, et le principe est de dire si la colonne est bien supérieure à 1, parce que la colonne 0 n'existe pas. À ce moment-là, le principe est de savoir si la colonne qui est avant est vide. Donc ce n'est plus ligne -1, mais colonne -1. Si la colonne qui est située, la cellule de la colonne juste avant est vide, et qu'en même temps, la cellule active n'est pas vide, eh bien, à ce moment-là, nous faisons quasiment les mêmes réglages de mise en forme, à ceci près que ce n'est plus la bordure du dessus, mais la bordure à gauche. Donc, XL Edge Left, comme ceci. Donc vous voyez qu'après, le plus dur, c'est le début, et que tout est une question d'adaptation de code. Nous testons, et vous voyez que c'est impeccable, ça va très vite. On a rajouté 2 lignes de code, quelques lignes de code qu'on a adaptées. Donc pareil, on va reproduire cette mise en forme, de manière à repartir depuis l'état d'origine, et on va poursuivre. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de donner des bordures pour la dernière colonne et la dernière ligne. Par contre, pas de fond de cellule et pas de police grasse, puisque, effectivement, ici ce sont des résultats, on va mettre une bordure à droite pour la dernière colonne, et une bordure en dessous pour la dernière ligne. Donc, on peut récupérer le code, les tests lignes et colonnes supérieures à 1 ne sont plus nécessaires, puisque nous sommes sur la fin du tableau, donc nous allons récupérer le code qui est situé à l'intérieur. Et le principe, maintenant, toujours dans la deuxième boucle imbriquée, celle qui fait varier les colonnes à l'intérieur des lignes, nous allons dire à Excel que si la ligne du dessous est vide, alors que la cellule active n'est pas vide, c'est que c'est la dernière ligne, donc on va lui ajouter une bordure inférieure. La ligne du dessous, c'est ligne +1. Ok. Si elle est vide, et que la cellule active n'est pas vide, à ce moment-là, on a dit que on ne mettait ni de gras, ni de fond, de couleur, on va s'occuper de la bordure du dessous. Mot-clé, paramètre, XL Edge Bottom cette fois-ci. Et après, pour la dernière colonne, bien c'est aussi simple, on va récupérer ce code, que l'on va copier, coller, puis adapter. Le principe est de dire si la colonne qui est à droite, la cellule de la colonne qui est à droite, c'est-à-dire colonne +1, est vide,
alors que la cellule en cours ne l'est pas? Eh bien, il faut que la bordure de droite soit en trait continu assez épaisse. Donc le paramètre, cette fois-ci, pour la propriété borders de l'objet cells, c'est xl edge right, comme ceci. Et on va tester. En enregistrant, nous revenons sur la feuille, nous cliquons sur le bouton et vous voyez que c'est impeccable. Nous pourrions rajouter autant de tableaux que nous le souhaitons sur la feuille. Tous seraient détectés automatiquement et mis en forme automatiquement. Alors bien sûr, après, on peut pousser le vice plus loin, c'est-à-dire pouvoir même passer en monétaire ce qui doit l'être, aligner les contenus dans les cellules, éventuellement faire ressortir les cellules de dernière colonne ou de dernière ligne en gras, pourquoi pas, et nous aurions vraiment une technique de mise en forme et de détection automatique aboutie. Quoi qu'il en soit, le résultat ici, sachant qu'il peut s'adapter à un nombre de tableaux infini, est très intéressant, puisque la borne de fin est définie par cette fameuse propriété special cells. Et vous voyez que le code, dans sa globalité, est franchement relativement simple, on va dire, par rapport à la puissance des traitements qu'il est capable de réaliser. Tout ça grâce à l'imbrication de ces deux boucles for. Donc la boucle for, je vous le rappelle, par rapport à la boucle for each, qui a besoin qu'on lui indique le point de départ et le point d'arrivée. Pour la ligne, variant de 1 jusqu'à la dernière, et la colonne variant de 1 jusqu'à la dernière. On fait varier les indices de colonne à l'intérieur des indices de ligne, de manière à passer en revue jusqu'à la dernière ligne toutes les cellules comprises entre la première et la dernière. Et après, ce n'est plus qu'une question de test grâce à l'instruction if, et de mise en forme grâce aux propriétés de l'objet cells, comme on l'a fait ici. Alors, dernière petite chose concernant les boucles for, il y a possibilité de définir un pas, avec le mot-clé step. Le pas, tout ça pour dire que, par défaut, une boucle for permet de réaliser des traitements récursifs, récurrents, à l'intérieur d'une boucle, mais toujours avec un pas défini par défaut à 1. Ça veut dire que là, par exemple, la ligne part de 1, se termine à 21, dans notre cas, et va varier de 1 en 1, 1, 2, 3, jusqu'à 21. On a possibilité de lui dire que le pas de l'incrémentation n'est pas de 1. Il peut même être négatif, mais il peut être supérieur à 1. On va tester cet exemple au travers d'un petit cas pratique tout à fait concret. On va copier ce tableau sur la feuille 2, donc on le sélectionne, on le copie, et on va le coller par exemple en B4. On le colle, mais sans la mise en forme. L'objectif ici est de pouvoir, avec un petit code VBA et des boucles for imbriquées, réaliser une mise en forme alternée, c'est-à-dire à bande, des couleurs de fond de cellules qui soient un coup vertes, un coup blanches. Donc on aura bien un pas de l'incrémentation qui ne sera pas de 1, mais de 2 tel qu'on va le définir. Et on va créer cette macro dans la feuille qui lui est attachée, la feuille 2, avec le mot-clé sub comme toujours, et on va appeler arbitrairement notre macro alternée. Excel se charge de boucler avec les mots-clés nsub. Nous avons besoin, pour parcourir ce tableau, dont nous connaissons les bornes, de deux variables, ligne et colonne. Donc nous les déclarons, et cette fois-ci, comme nous savons que ce sont de petits entiers, nous n'avons pas besoin du type integer, le byte qui peut atteindre la valeur 255 suffit largement. Et dim colonne as integer, comme ceci. Et comme nous connaissons les bornes du tableau sur lequel nous revenons, nous partons de B4. Donc B4, ça veut dire que la ligne est la ligne 4, jusqu'à D12. Donc on va faire varier la ligne de 4 à 12. On commence à écrire notre première boucle. For ligne égale 4, nous avons dit, jusqu'à 12. Tout 12. Et on fait le next ligne pour boucler notre instruction for. À l'intérieur, pour parcourir toutes les cellules du tableau, de la ligne 4 à la ligne 12, il faut faire varier les indices de colonne. Donc si nous revenons sur notre feuille, la colonne commence à la colonne B, c'est-à-dire le numéro 2, jusqu'à la colonne D, c'est-à-dire le numéro 4. Donc, nous allons faire varier notre colonne de la valeur 2 jusqu'à la valeur 4. Et là encore, nous n'oublions pas de boucler notre instruction for notre boucle, avec le mot-clé colonne qui suit, avec la variable colonne qui suit le mot-clé next. Le principe ici est de dire qu'une ligne sur deux, nous remplissons la cellule de vert. Alors, nous l'avons déjà vu, c'est l'objet cells qui permet de définir une cellule par rapport à son indice de ligne
et son indice de colonne, comme ceci, avec la propriété interior et la propriété dérivée color, que l'on va fixer grâce à la fonction RGB. Alors pour qu'on se souvienne exactement des valeurs, on va simplement aller les récupérer par copier-coller comme ceci, ce sera plus simple, et on aura effectivement la bonne couleur de fond verte. Sur la feuille, on va en profiter pour greffer un bouton tout à l'heure afin de faciliter l'exécution du code par le ruban développeur, bouton inséré, on trace le bouton directement sur la feuille, on lui associe notre macro, celle que nous développons actuellement, alternée. Alors à ce stade, par contre, si nous exécutons le code, ce ne sera pas le résultat escompté puisque voilà, tout le tableau passe en vert. Bon, on a bien une boucle qui traite effectivement et très justement le tableau depuis sa borne inférieure à sa borne supérieure, mais ce n'est pas ce que nous voulions. Nous voulions effectivement alterner les couleurs par bande. Et oui, il nous manque le pas. C'est la seule chose qui nous reste à coder. Et bien dans une boucle for, quand on veut changer le pas qui est de 1 par défaut, pas de l'incrémentation, nous utilisons le mot-clé step, et vous voyez que VB Excel corrige la casse de ce mot-clé, step avec un S majuscule, 2, on pourrait mettre 4, on pourrait mettre -1, etc. Et on va tester, et vous allez voir que c'est très intéressant, puisque, du coup, voilà le résultat obtenu, une ligne sur 2, les cellules passent avec un fond vert, grâce au step 2, le pas de l'incrémentation de la boucle for. Voilà pour la présentation de ces boucles for qui permettent des traitements optimisés, très puissants comme on l'a vu sur la feuille précédente, avec la détection et la mise en forme automatique de tableaux et un code relativement simple. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, ce sera très sympa de votre part.